Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses s'annoncent bien chez vous. Vous savez, depuis le déclenchement de la crise au niveau de l'éducation nationale, une crise, si c'est encore nécessaire de rappeler, est le résultat de plusieurs années d'accumulation de problèmes et qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas forcément c'est pas une particularité de l'éducation nationale. Dans plusieurs secteurs aussi, il y a presque les mêmes problèmes. On a accumulé beaucoup des erreurs et des années de non-investissement. Mais le problème, c'est qu'au-delà des revendications, il faut se rendre à l'évidence de la responsabilité de tout un chacun dans ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on demande aux gens d'avoir une probité morale. C'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de travailler chez lui pour faire en sorte que les citoyens puissent avoir une certaine probité morale, un certain niveau d'honnêteté et de concentration. Vous prenez l'exemple de l'éducation. Vous savez qu'il y avait un temps, on avait instauré chez nous le tonnerre, c'est-à-dire une seule classe physique pour 2 classes pédagogiques, parfois même 3 classes pédagogiques. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, parce que ce sont des enseignants qui nous ont expliqué ça, une classe pédagogique, c'est les élèves avec l'enseignant. Et une classe physique, c'est le bâtiment. Ça, c'est pour vous donner une explication. Donc, le bâtiment ne change pas. Il n'y a qu'une seule classe dans le bâtiment. Mais cette même salle de classe-là peut recevoir deux classes pédagogiques, c'est-à-dire que chaque maître vient avec ses élèves. Il enseigne jusqu'à midi, il part, et l'autre vient dans l'après-midi avec ses élèves. Il enseigne, c'est ce qu'on appelle les classes pédagogiques. Mais la classe physique ne change pas. Mais en instaurant le turnover, pour régler le problème du déficit d'investissement, l'État n'a pas fait que retarder l'investissement. L'État a cru résoudre le problème en ignorant que le nombre d'élèves va augmenter et que le même problème va toujours ressurgir. Résultat, quelques années plus tard, c'est devenu 2 fois plus grave qu'avant. Donc, on est dans une logique où l'État n'anticipe pas parce que l'État passe au temps d'améliorer les conditions de vie des politiciens que d'améliorer les conditions de vie de façon générale. Et ça, ce n'est pas seulement le problème des dirigeants, c'est même au niveau des populations. C'est la mentalité qui a été généralisée comme ça. Et donc, quand on sort de ce genre de problème, on arrive au coup d'État de du 30 août et que le président Oligui prend le pouvoir. Il faut comprendre que lorsque vous exercez le pouvoir, vous avez plusieurs niveaux d'influence. Il y a les lobbies, il y a la pression populaire, et il y a évidemment des partenaires. Donc tout ça, ce sont des gens qui influencent parfois vos décisions et vos agissements. Le problème, c'est que si vous êtes la famille du président, et que vous aimez le président, vous êtes donc considéré comme le socle, la barrière qui filtre tout pour que le président soit préservé. Vous ne pouvez pas constituer les gens qui vont exposer, qui vont tout faire pour que votre fils soit exposé. Parce que si vous êtes le propre parent du président et que vous volez de l'argent, ce n'est pas au peuple gabonais que vous faites du mal, mais c'est à votre propre parent que vous faites du mal. Parce que tout ça retombe à la fin sur qui? Sur le président, qui est le seul à rendre compte devant l'histoire. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'interpelle la première dame et l'autre première dame, parce que il y en a deux. Donc, Madame Zita Olingema, qui est la première dame officielle, et Madame Anouchka Olingema, qui est une autre première dame, puisque les deux étaient mariés. Mais quand vous êtes marié à un président, vous avez donc la lourde responsabilité. Devant l'histoire, il n'y a que vous
et votre mari qui rendait compte. Tous les conseils que vous voyez autour là, ils ne feront pas jamais partie de l'histoire. Parce que quand Ali a eu des histoires, on n'a parlé que de sa femme, on n'a pas parlé de tous ceux qui venaient activer avec les mauvais conseils. Quand le président Oligui prend le pouvoir, il prend le pouvoir comme quelqu'un qui prend une société. Il y a l'actif et le passif. L'actif, c'est quoi? C'est ce que vous trouvez en bien et en mal. C'est ça l'actif et le passif. Donc, vous ne pouvez pas prendre que le bien. Vous prenez le bien et le mal et vous continuez avec. Or, en va d'arriver au pouvoir, vous faites vous-même l'autopsie des problèmes que vous allez rencontrer. Donc, en arrivant au pouvoir, Oligui savait très bien quelle était la dimension des problèmes qu'il entendait. Donc, lorsque vous emmenez auprès du président les discours, les conseils, comme pour faire passer le président pour une victime, quand vous êtes à la télé, dans les réseaux sociaux, et vous venez dire aux gens, non, le président Oligui, il n'est pas là pour régler les problèmes de 14 ans d'accumulation. Mais qui d'autre va régler ces problèmes-là? Parce que de ce qu'on sache, personne ne s'est levé pour faire une pétition pour dire Oligui, il faut que tu sois président. Non, il a estimé qu'il avait les capacités intrinsèques nécessaires pour gérer l'État. C'est ça, gérer l'État. On gère les erreurs des autres et puis on crée des mécanismes pour faire mieux et pour faire passer le pays à un autre niveau. Mais ce n'est pas sa conséquence. La conséquence, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui n'a été mal fait hier doit mieux se faire aujourd'hui pour aller vers le progrès. Le problème, c'est que ceux qui conseillent le président auraient dû faire, et je vous conseille de le faire, c'est de dire au président que là où on doit faire des économies, il faut faire des économies pour régler les problèmes. Parce qu'on peut faire des économies dans ce pays. Et le président le sait. Le Sénat, dans la situation actuelle où les gens sont dans la précarité, le Sénat sert à quoi? Si on veut parler sincèrement. Si on rase le Sénat, est-ce que le pays va s'arrêter? Non. Donc ça veut dire que c'est possible qu'on rase. Ça, c'était dans le domaine des réformes pour faire des économies. Si on raye le CSE, est-ce que le pays va s'arrêter? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère des Affaires sociales. Si on raye le Conseil économique et social, tant pour moi, si on raye le Conseil national de la démocratie, le CND, ça donne quoi? Le pays va s'arrêter? Non. Parce que les partis politiques peuvent s'organiser autour d'une réunion pour évoquer l'avenir démocratique du pays. Donc, autant de poches qu'on pouvait aller chercher les ressources pour faire des économies. Et ça compter la grande structure de la présidence de la République qui peut aussi faire l'objet de réduction du train de vie pour amasser suffisamment d'argent, non seulement pour la dette, mais aussi pour régler les problèmes d'intérêt général. Parce que je vous rappelle que le Sénat, bien que ça soit une chambre de parlement ou les autres, c'est pas quand vous réglez le social, vous stabilisez le pays. Quand vous réglez le problème des enseignants, du personnel de santé, vous réglez les problèmes de la multitude des Gabonais. Parce qu'il y a des militaires qui ont les parents dans l'enseignement. Il y a les ministres qui ont les parents dans l'enseignement. Et quand le parent qui a l'enseignement n'a pas de salaire, eh bien cela se répercute sur celui qui travaille. Ce qui fait que nous sommes arrivés dans un format où si tu travailles aujourd'hui que tu as 700 000 de salaire, puisque personne d'autre ne travaille dans la famille, tu es obligé de supporter les charges en urgence de l'ensemble des membres de la famille. Ce qui fait de toi un potentiel pauvre. Et pourtant, ton salaire peut te permettre de vivre un peu mieux. Mais étant donné la pression familiale, si vous êtes marié, vous avez donc la pression de deux familles. Vous êtes obligé de devenir pauvre, même si la somme de vos revenus avec madame se chiffre à 1 million. Au regard de l'intensité des problèmes des deux familles, la fin du mois arrive, il vous reste 300 000, il vous reste 50 000, parfois même 30 000. Parce que les solutions, il faut les généraliser. Pour trouver les problèmes au pays, il ne faut pas qu'on trouve des problèmes d'une famille, d'une ethnie, d'une région. Les problèmes, il faut les généraliser. Il faut que ça touche tous les Gabonais, où qu'ils soient. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le plan de développement intégral, j'avais cité les exemples de développement qui
qui touche l'ensemble des populations. J'avais pris l'exemple de réussite de développement avec la réalisation des Canadiens dans le contrat avec les hôpitaux des 9 provinces. Vous voyez, le plan de développement est uniforme. Ça veut dire qu'il n'y a aucune injustice, il n'y a pas de décalage, ça respecte. Quand tu arrives ici, hôpital provincial de Logo et Vindo, hôpital provincial de Logo Lolo, etc., etc. On a donné les noms pour le Mukambi, Amissa Bogole. Mais c'est la même structure. C'est ça le développement intégral. Et ensuite, il y a aussi un autre exemple avec la CAMGS. Si la CAMGS est renforcée, organisée, ça touche l'ensemble des populations sans distinction, ni d'ethnie, ni de région, ni de quoi que ce soit. Dans un processus de développement intégral, on ne regarde pas la famille, l'ethnie, non. On crée les mécanismes pour que chaque citoyen puisse se retrouver là-dedans. Mais si vous en prenez, n'amenez pas le président à se considérer comme une victime. Ne dites pas au président que, monsieur le président, on a fait 14 ans, on a gelé les recrutements à la fonction publique, on n'a pas payé les rappels depuis 14 ans, donc ce n'est pas à vous de faire ça, parce qu'on ne peut pas vous demander de faire en un jour ce qu'Ali n'a pas fait à 14 ans. Non, ce n'est pas le problème. Le président, avant d'arriver là, il avait déjà ces problèmes-là. Il connaissait ces problèmes-là. S'il a pris l'engagement de se présenter devant les Gabonais, c'est qu'il a pris, il a mesuré l'ampleur de la fonction et surtout des problèmes auxquels il va confronter. Ce qu'il faut dire au président, c'est que, monsieur le président, le courage que vous demandez au président d'abandonner là, il faut donner le courage au président de s'attaquer au secteur là où il peut faire des économies. C'est pas parce que la mentalité des Gabonais qui fait que quand un Gabonais est bien quelque part, quand il se sent bien, quand le ventre est rempli, quand il a la voiture, lui, il est toujours en train de traiter les autres des ignorants. Le jour où il n'a rien, c'est là qu'il devient opposant. C'est ça ce qui fatigue notre pays. C'est ce qui retarde aujourd'hui. Si les enseignants, la revendication des enseignants, plutôt que d'amener le président dans la précipitation à faire les choses, on aurait dû faire passer le président par l'Assemblée nationale, première négociation, ou bien par autre chose. Mais pourquoi on va faire une désorganisation? On brûle même la hiérarchie. On a un médiateur de la République qui est payé. Si ça ne sert à rien, annulez ça. Au moins, on va faire des petites économies. On prend un député à l'Assemblée, on envoie comme médiateur. À quoi le médiateur de la République sert alors? Comment on est dans un pays, on fait des choses comme ça? Ça veut dire que quelque chose qui est du ressort d'un sous-préfet, on va amener ça chez le gouverneur. On traverse même le préfet. Quelque chose qui est du ressort, par exemple, du gouverneur de la province, on amène ça au ministre, on amène ça au président de la République. Parce que quelqu'un là-bas, il veut forcément que le dossier arrive au président de la République parce qu'il veut manger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un entrepreneur de rien du tout qui commence demain et puis on amène le dossier direct au président parce que quelqu'un est circuit. Même les 2G qu'on nomme, comme on a nommé un 2G et qu'il est originel soit du côté maternel du président ou du côté paternel du président, c'est fini. C'est un gars qui fait ce que lui veut. Quand il décide qu'il fait ça, il fait. Personne ne va dire. Quand tu vas pour regarder, j'étais avec le président en vacances au village. J'étais avec le président ici. Donc lui, il est intouchable parce qu'il était avec le président. Vous pensez qu'un pays comme ça, on peut aller où avec? C'est ça le problème. Donc évitez de faire croire au président qu'il y a des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Non, le président a pris l'engagement devant les hommes, devant Dieu, c'est pour s'occuper des Gabonais. Donc quand les problèmes arrivent, prenez les mécanismes pour que le problème soit traité de façon efficace. Permettez au président de faire face aux problèmes, examiner le problème et donner surtout au président des outils d'aide à la décision, les éléments de langage pour permettre de traiter les problèmes avec clairvoyance. Au lieu de dire au président, c'est les 14 ans d'Ali, ça ce n'est pas un problème. Nous, à l'espace de quelques temps, voilà ce qu'on a fait. Mais il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir à l'espace de quelques temps de travail. Il y a d'autres pays, là, les gens sont en train de travailler, ils ne s'occupent pas de ce qui s'est passé avant. Pourquoi est-ce que vous voulez fragiliser le président? Le président avait fait des déclarations qu'il y avait l'argent dans le pays.
Si ça a changé, il faut montrer aux gens que ça a changé, il n'y a plus l'argent. Donc il faut faire des économies en commençant par les responsables politiques. Dans un pays, c'est les responsables politiques qui montrent d'abord la direction, que le pays en manque d'argent. C'est pour cette raison que les gens vont se focaliser sur le récent voyage des membres du ministère du budget. Et enfin, c'est un projet qui existait depuis le ministre sortant, M. Enrico Doima. Si le nouveau ministre a validé, ça veut dire qu'il a estimé que cette formation était nécessaire pour ces agents-là, pour être beaucoup plus performants. Et c'était avant le début de la crise. Vous voyez donc, à cause de toutes ces perturbations-là, les gens n'arrivent même plus à faire la différence entre ce qui était hier et ce qui est maintenant. Donc, revoyons la copie. Laissez le président travailler. Aidez le président dans le sens de sortir le pays de là où ça se trouve. Parce que vous savez ce qui se passe dans ce pays. Si on fait aujourd'hui les enquêtes, on fait comme comment ils appellent ça, l'audit au niveau de l'éducation nationale, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont été recrutés même à la maison, qui n'ont même jamais travaillé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont même peut-être même eu l'intégration sans même travailler. Maintenant, il faut s'assurer que les postes budgétaires qu'on a donnés à disposition puissent toucher l'ensemble des provinces. Peut-être faire un quota par province. On dit qu'on envoie 15 dans cette province, 15 ici, 20 ici, de façon équitable, pour qu'on puisse vérifier que les gens à qui on a attribué, c'est vraiment les gens qui travaillent et non les gens, parce que ceux qu'on donne souvent la responsabilité, ils profitent pour mettre les frais, même si ils ne sont pas en activité. C'est ce qui se passe ici. Ça se passe dans notre pays. Pour la première fois, il faut qu'on ait des initiatives. Il faut des gens pour vérifier la faisabilité et surtout le respect des engagements, pour que ce qu'on pose comme acte ne soit pas considéré comme une vue d'esprit. Je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. On espère que ce qui influence et surtout les premières dames vont jouer le rôle qu'il faut pour que celui qui considère comme les pères, comme les maris, puisse avoir d'autres sons de cloche pour permettre de réviser un certain nombre de décisions.